on est foutu. Ou alors on est simplement à un tournant parce que ce match-là, il fait mal. Il fait mal à la tête, il fait mal au cœur et surtout, il fait mal à nos certitudes. Ce qu'on a vu face à la Tanzanie, c'est pas juste un match poussif, c'est pas juste une équipe qui a eu du mal à se mettre en route. C'est une prestation qui pose une question très simple, presque brutale. Si tu rejoues ce match-là en quart de finale contre un vrai adversaire, qu'est-ce qu'il se passe? Et quand je dis vrai adversaire, je parle de nations qui connaissent ce niveau, qui vivent pour ces matchs-là. Pas une équipe valeureuse, courageuse, mais limitée, que tu es censé maîtriser sans avoir besoin d'un coup de pouce extérieur. Parce que oui, il faut être honnête. Aujourd'hui, le Maroc s'en sort, mais il ne convainc pas. Et pire que ça, il s'expose. Pendant de longues séquences, on a vu une équipe marocaine passive, une équipe qui recule, une équipe qui laisse l'adversaire s'installer, prendre confiance, jouer. Et quand tu vois la Tanzanie s'offrir des occasions nettes, quand tu vois des situations qui auraient pu très mal tourner dès les premières minutes, tu te dis qu'on a frôlé quelque chose de très dangereux. Ce match aurait pu basculer. Et s'il bascule, personne ne peut dire que ce serait un scandale absolu. C'est ça le vrai problème. On pourra toujours parler des décisions arbitrales, du penalty non sifflé, du penalty accordé, des situations litigieuses des deux côtés. Mais au fond, ce débat masque l'essentiel. Le Maroc n'a jamais dû dépendre de ça pour battre la Tanzanie. Quand tu es favori, quand tu es annoncé comme l'un des prétendants sérieux, quand tu as un effectif aussi riche, tu dois régler ce genre de match autrement. Et pourtant, s'il y a une chose à retenir positivement aujourd'hui, et elle est presque trop évidente, c'est Brahim Diaz. Sans lui, le discours serait encore plus sombre. Il a apporté ce que peu de joueurs ont apporté, du mouvement, de l'initiative, une capacité à créer quelque chose à partir de presque rien. Son but, même s'il profite d'une erreur adverse, vient surtout d'un geste juste, d'une intention claire, d'un joueur qui assume. Mais est-ce normal que tout repose là-dessus? Autour de lui, trop de signaux sont inquiétants, des erreurs de placement, des duels perdus trop facilement, des espaces laissés sans pression. Et quand tu regardes le couloir droit, quand tu vois Achraf Hakimi, tu sens un joueur pas encore à 100%. Ce n'est pas un procès, c'est un constat. Le rythme n'est pas là, les automatismes sont encore fragiles, et à ce niveau-là, ça se paye cash. Chaque contrôle raté, chaque ballon perdu peut devenir une transition mortelle. Le plus dérangeant, c'est cette impression globale de déséquilibre. Comme si l'équipe n'était jamais totalement en contrôle. Comme si elle jouait avec la peur de se faire punir plutôt qu'avec la volonté d'imposer sa loi. Et c'est là que la question du banc et des choix se pose forcément. Les changements n'ont pas apporté l'impact attendu. Certains profils semblaient mal utilisés, d'autres arrivent sans vraiment faire basculer le rapport de force. Le coaching sur ce match n'a pas corrigé les problèmes visibles. Je ne dis pas que tout est perdu, je ne dis pas que cette équipe ne peut pas se transformer. Mais ce match-là, il doit servir d'alerte maximale. Parce que ce que la Tanzanie n'a pas puni aujourd'hui, d'autres ne le rateront pas. Parce que ce niveau-là, en quart de finale, c'est souvent une sortie brutale. Dans la suite, on va aller plus loin. On va comprendre pourquoi ce match compte autant, ce qu'il dit vraiment du Maroc actuel, et surtout quel mécanisme explique ce sentiment de fragilité qu'on a tous ressenti devant nos écrans. Pourquoi ce match compte autant? Parce qu'il arrive exactement au moment où une compétition change de nature. Jusqu'ici, tu peux gérer, corriger, masquer. À partir des quarts, chaque défaut devient une arme pour l'adversaire. Ce Maroc-Tanzanie n'est pas inquiétant parce qu'il a été mauvais. Il est inquiétant parce qu'il confirme des travers déjà vus, mais jamais vraiment corrigés. C'est un peu comme une équipe qui gagne des matchs avec le frein à main serré. Ça passe contre les plus faibles, mais dès que la route se complique, le moteur cale. Le premier enjeu, c'est le contrôle du tempo. Dès l'entame, le Maroc laisse la possession, recule son bloc, observe. Sur le papier, ça peut être un choix. Dans les faits, c'est un risque énorme quand ton adversaire n'a rien à perdre. La Tanzanie s'installe, enchaîne une longue séquence, se procure une situation nette. Ce n'est pas un accident, c'est une conséquence directe. Et là, on touche au deuxième point clé, la structure défensive. Les distances entre les lignes sont trop grandes. Les sorties sur porteur sont tardives. Personne ne prend réellement l'initiative de couper l'action à la source. Résultat, tu défends en réaction, jamais en anticipation. Et à ce niveau, défendre en retard, c'est jouer avec le feu. Troisième enjeu fondamental, la gestion mentale du statut de favori. Ce match montre une équipe qui sait qu'elle est plus forte, mais qui joue comme si elle en doutait. Quand tu es favori, tu dois tuer le match tôt, marquer, appuyer, faire comprendre à l'adversaire qu'il n'y aura pas de miracle. Là, c'est l'inverse. Plus le temps passe, plus la Tanzanie y croit.
Maintenant, entrons dans le cœur du problème, les mécanismes. Sur le plan tactique, le Maroc cherche à construire proprement mais sans vraie verticalité. Les centraux relancent, les latéraux montent, mais le milieu peine à casser les lignes. Résultat, beaucoup de possessions stériles, peu de déséquilibre créé, les appels sont rares, les courses synchronisées quasi inexistantes. Quand le ballon arrive devant, Brahim Diaz est souvent obligé de décrocher. Et ça, c'est un signal très clair. Ton joueur le plus créatif doit venir chercher le ballon trop bas. Il crée, il oriente, il accélère, mais il s'épuise aussi, c'est pas durable sur une phase finale. Derrière, les côtés souffrent. À droite, Achraf Hakimi apporte toujours offensivement, mais on sent le manque de rythme. Défensivement, les transitions sont dangereuses. À gauche, les duels sont perdus trop facilement et chaque élimination crée un déséquilibre immédiat dans l'axe. Et puis il y a le banc. Les changements censés apporter du rythme ou de la maîtrise donnent l'impression inverse. Le collectif se délite, le pressing disparaît, le ballon circule encore plus lentement. C'est rare, mais sur ce match, les remplaçants n'ont pas élevé le niveau. C'est là que les erreurs de lecture apparaissent. Côté public et médias, première erreur fréquente, c'est normal, c'est un match à élimination directe. Oui, mais non. Un match à élimination directe n'excuse pas l'absence de maîtrise contre un adversaire inférieur. Deuxième erreur. On a gagné, donc tout va bien. Gagner ne veut pas dire assurer. Et parfois, une victoire peut cacher plus de problèmes qu'une défaite. Troisième erreur. Tout repose sur l'arbitrage. L'arbitrage fait partie du football, mais quand on arrive à en parler autant après un match contre la Tanzanie, c'est déjà un aveu de faiblesse collective. Alors, comment lire ce Maroc pour la suite ? Surveillez les 15 premières minutes du prochain match. Si le Maroc presse haut, joue vite vers l'avant, multiplie les appels, c'est bon signe. Si au contraire il recule, temporise, subit, l'alerte sera immédiate. Regardez aussi la réaction après la perte du ballon. Une équipe prête à aller loin récupère vite. Une équipe fébrile recule. Dans la suite, on va se projeter concrètement. Comment le Maroc peut corriger? Quels scénarios sont possibles face à un adversaire plus fort? Et surtout, quels signaux vous permettront de savoir très vite si cette équipe est prête ou si elle est en danger? Alors, passons à la suite quand tu veux. Maintenant, on va voir l'essentiel, comment ce Maroc peut encore s'en sortir et surtout, comment savoir très vite si on va droit dans le mur ou si l'équipe a enfin compris le message. Parce qu'à ce stade de la compétition, il n'y a plus de théorie. Il n'y a plus d'excuses, il n'y a que des signaux. Premier scénario possible, le réveil. C'est celui qu'espèrent tous les supporters, le match raté qui sert d'électrochoc, une équipe qui démarre fort, qui presse haut, qui joue plus simple, plus direct. Dans ce cas-là, le Maroc a des arguments, de vrais arguments. La qualité technique est là, l'expérience aussi, mais ça suppose un choix clair. Arrêtez de subir. Contre un adversaire comme le Cameroun ou l'Afrique du Sud, tu ne peux pas te permettre d'attendre. Si tu leur laisses le ballon, ils vont t'attaquer avec intensité, avec des transitions rapides, avec une agressivité que la Tanzanie n'avait pas. Là, chaque erreur devient une occasion franche. Deuxième scénario, rien ne change. Même entame molle, même bloc trop bas, même lenteur dans les transmissions. Et là, il faudra pas longtemps pour comprendre que ça sent mauvais. Parce que ces équipes-là, elles sentent la peur. Elles sentent quand tu doutes. C'est pour ça que les premières minutes du prochain match seront capitales. Si tu vois des latéraux hauts et couverts, un milieu qui presse à la perte, des appels constants devant, alors tu peux y croire. Mais si tu vois des défenseurs qui reculent, personne qui sort sur le porteur. Brahim Diaz obligé de redescendre encore et encore. Là, c'est très mauvais signe. Parlons justement des synergies, parce que c'est là que tout peut basculer. Le Maroc ne gagnera pas sur des exploits isolés. Il gagnera si certaines connexions fonctionnent enfin. Brahim avec un joueur qui attaque l'espace. Les latéraux avec un milieu capable de couvrir derrière. Un pressing coordonné, pas individuel. Aujourd'hui, trop souvent, chacun défend dans son coin et ça, c'est typiquement le symptôme d'une équipe qui doute. Il y a aussi un facteur qu'on oublie souvent, la gestion émotionnelle. Quand tu es favori, la pression n'est pas la même. Chaque occasion ratée pèse double, chaque erreur est amplifiée. Et si le staff ne parvient pas à calmer ça, le groupe peut vite se crisper. C'est là que le rôle du sélectionneur devient central. Les choix, oui, mais surtout le message. Simplifier, rassurer, clarifier, dire aux joueurs, faites ce que vous savez faire, pas ce que vous craignez. FAQ Express, parce que ce sont les questions que tout le monde se pose.
Pourquoi le Maroc paraît plus fragile que prévu? Parce que la maîtrise collective n'est pas encore au niveau des ambitions affichées. Pourquoi Brahim est aussi indispensable? Parce qu'il est l'un des seuls à créer du danger sans système parfaitement huilé. Est-ce que l'arbitrage explique ce match? Non. Il l'accompagne, mais il ne l'explique pas. Peut-on encore gagner cette séane? Oui, mais seulement avec un vrai changement d'attitude et de rythme. Pour finir, un petit plan, supporter expert avant le prochain match. Observe les 10 premières minutes. Regarde la hauteur du bloc. Compte le nombre de récupérations hautes. Regarde qui parle, qui dirige sur le terrain. Et surtout, voici l'équipe joue pour gagner ou pour ne pas perdre. Le football reste imprévisible. Une analyse n'est jamais une certitude. Pas de haine, pas d'attaque personnelle, respect des joueurs, du staff et des adversaires. Le débat, oui, le dénigrement, non. Et maintenant, à toi. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que ce match est un simple accident ou le symptôme d'un problème plus profond? Like, abonne-toi si tu veux des analyses honnêtes et sans langue de bois et rendez-vous très vite pour la prochaine décryption. Alors continuons, mais cette fois sans détour, sans filtre et surtout sans dramatisation inutile. Parce que le plus grand danger après ce match, ce n'est pas la Tanzanie. C'est même pas le Cameroun ou l'Afrique du Sud. Le plus grand danger, c'est la mauvaise lecture. Ce genre de match-là peut tuer une compétition ou la sauver. Pourquoi? Parce qu'il te met face à toi-même. Il t'enlève les illusions. Il te force à regarder ce que tu n'as pas voulu corriger quand tout allait à peu près bien. Le Maroc n'est pas faible. Le Maroc n'est pas dépassé. Mais le Maroc n'est pas prêt à gagner la CAN en jouant comme ça. Et c'est très différent. Ce qu'on a vu, ce n'est pas une équipe sans talent. C'est une équipe sans domination claire, une équipe qui joue avec le statut de favori comme un poids, pas comme une arme. Les grandes équipes africaines qui gagnent la CAN ont toutes un point commun. Elles savent gagner moche sans jamais perdre le contrôle. Là, le Maroc gagne moche en flirtant avec le chaos. Et ça, c'est ce qui inquiète. Nico, tu peux accepter de rater des occasions, de manquer de réalisme, de souffrir par séquence. Mais tu ne peux pas accepter de subir mentalement un adversaire inférieur, de dépendre d'un fait de jeu, de ne pas savoir accélérer quand il le faut. Et c'est là que ce match devient une frontière. Soit le staff et les joueurs se disent « Ok, on a frôlé l'élimination, maintenant on simplifie, on durcit, on impose. » Soit ils se racontent que ça va passer comme d'habitude. Et dans une CAN, cette deuxième option ne pardonne jamais. Ce qu'il faudra absolument voir au prochain match, ce ne sont même pas les buts, ce sont les intentions. Est-ce que le premier duel est gagné? Le premier pressing est collectif? Le premier ballon perdu est immédiatement attaqué? Parce que si tu vois ça, même sans marquer vite, tu sais que l'équipe est connectée. À l'inverse, si tu revois des regards vers le banc, des bras levés, des temps morts après chaque duel perdu, alors oui, là ce sera très compliqué. Mais le football est cruel et magnifique à la fois. Un seul match peut tout réécrire. Ce Maroc a encore la possibilité de transformer ce moment de honte sportive en point de bascule. Pas avec des discours, pas avec des promesses, mais avec une attitude. Et c'est pour ça que, malgré la colère, malgré la frustration, malgré la peur, il faut attendre le prochain match avant de condamner. Le verdict ne sera pas dans les débats, il sera sur le terrain. On se retrouve pour l'analyser. Et là, il n'y aura plus d'excuses.